On va prendre une question dans la salle cette fois. On est déjà à 8h30. Ah non, oui, si. Il est quelle heure, là? Je vous préviens, je me fatiguerai pas le dernier. Hein. Et c'est pas très mixte, hein, vos questions. Bonsoir, Monsieur Mélenchon. Bonsoir, monsieur. Je voulais revenir sur le constat. Nous sommes tous d'accord sur l'écologie, ça va mal, etc. Mais dans votre discours ce soir, il y a la place de l'Europe et du monde qui vont aussi jouer sur l'écologie et bizarrement absentes. Et avec un projet aussi radical que le vôtre, malgré vos propos, comment vous comptez convaincre cette Europe et ce monde d'embarquer avec vous pour justement sauver notre planète et l'écosystème? Moi, la politique, l'action politique pour des démocrates consiste à convaincre. Hein. Donc moi, mon propos, c'est d'abord de convaincre sur la base d'un diagnostic, premièrement, première étape, qu'on peut partager. Vous avez commencé par dire on est tous d'accord. Bon, tant mieux si on est tous d'accord sur le diagnostic. Après, amener le terrain des solutions. Et mon intérêt pédagogique est de l'aborder à partir de ce que la France peut faire. Parce que sinon, c'est oui, bah, tant qu'on ne change pas le monde, on ne peut rien changer, donc on ne fait rien. Et il faut être dans la compétition, etc. Maintenant, là où vous avez raison, c'est que nécessairement, les enjeux politiques et économiques sont mondiaux et sont européens. Mais ça ne veut pas dire que si on n'a pas réglé le problème au niveau européen ou au niveau monde, on ne peut rien faire. Parce que ce n'est pas vrai. Parce qu'on peut faire. Il y a un instant, je parlais du petit bassin méditerranéen. Il y a parfaitement possible de s'entendre, les 9 nations qui sont autour du petit bassin, par exemple pour collecter toutes les eaux grises, par exemple pour collecter tous les déchets des entreprises qui sont jetés directement à la mer, par exemple pour arrêter de jeter du plastique dans la mer. Donc tout ça, c'est à notre portée. D'accord? Pour moi, c'est important de vous convaincre de ça. C'est à notre portée. Après, il y a la négociation et la discussion en Europe. Naturellement, le rapport aux autres nations de l'Europe et à l'Union européenne en particulier, a une histoire. La situation de l'Europe, là, à l'instant auquel on parle, n'est pas la même que celle d'il y a seulement 5 ans ou 6 ans. Le chaos s'est beaucoup avancé. L'impuissance de la structure politique, j'espère que même ceux qui sont les plus ardents partisans de l'Union européenne telle qu'elle est se rendent compte qu'on est dans une impasse et qu'il va falloir dépasser la situation dans laquelle nous sommes. Donc, je sais que ça fait partie des plans et des objectifs qu'on doit se donner. La France a des moyens. Mon camarade, ex-camarade Tsipras, qui a capitulé en 30 secondes, a essayé, mais il pesait 2% de l'économie européenne. Nous pesons 18% de l'économie européenne, et nous sommes capables, en utilisant, y compris une partie des règlements européens actuels, de mettre en place les moyens qui obligent toute l'Europe à changer de position. Prenons un exemple. En 2022, celui qui est élu doit trancher sur la question, ou celle qui est élue, des glyphosates. Oui ou non? Vous discutez avec la paysannerie française, ils vous diront on ne peut pas s'en passer. Alors avant, on avait dit on va inventer d'autres choses. Personne n'a rien inventé du tout et rien fait en se disant ça va pouvoir continuer. Si nous sommes au pouvoir, nous interdirons les glyphosates. Et nous pouvons expliquer pourquoi. Quel est l'impact sur la santé publique, quel est l'impact sur les sols, quel est l'impact sur... Bref. Et naturellement, nous n'aurons pas la naïveté de dire, ben nous, Français, on ne met plus de glyphosate, mais les autres, faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, en effet, mais vous produire rentre plus en France. Pourquoi je dis ça? Je prends l'exemple, parce que le cas s'est présenté pour les cerises. Pardon, je prends des exemples concrets. Les cerises, on a dit, on va arrêter de mettre ce produit, là, c'est invraisemblable, il tue les abeilles et le reste, donc on arrête. Et puis, eh ben voilà, on a arrêté, mais les autres ont continué à amener leurs cerises traitées avec ce pesticide, et naturellement, ils les livraient en plus grande quantité et à meilleur prix que ceux des paysans français. Donc on ne fera pas 2 fois la même erreur. Donc, vous voyez comment je procéderai, puisque vous m'avez posé la question, en partant du levier que représente la puissance nationale, nous dirons ça s'arrête, et ça rentre plus. Ça s'appelle opt-out en Europe. Oui, mais dans ce cas-là, je vois quand même un paradoxe entre le fait que vous voulez convaincre l'Europe avec ces mesures, par exemple sur le glyphosate que vous avez donné, et ensuite ne pas reprendre toutes les autres propositions de l'Europe qui sont censées être prises, notamment sur la libéralisation de l'économie, etc. Soit vous rompez avec l'Europe, soit vous êtes d'accord avec elle. Et si vous rompez, ce qui semble être le cas sur la libéralisation, comment vous comptez la convaincre si vous la quittez? Bon, là on ne peut pas, quoi, en quelques mots. Hein. Mais vous avez raison de dire que j'ai à gérer un entre-deux. La ligne politique sur laquelle nous sommes construits, c'est de dire ce qui correspond à l'intérêt général des Français,
sera mis en œuvre. Si vous votez pour moi, mon programme sera mis en œuvre. Voilà. Quoi qu'en pensent les autres? Les Français décident pour eux-mêmes. Là où ce sera en contradiction avec les politiques européennes, on s'en expliquera et ou bien on s'accorde ou nous désobéirons. Je me sens capable de le faire avec habileté et intelligence. C'est-à-dire que je n'ai pas l'intention, une fois élu, d'aller à Berlin, de rentrer dans le bureau de Mme Merkel et de lui dire « bon, maintenant, terminé, au revoir et merci ». Ce n'est pas comme ça que ça se passera. Mais je me sens capable de dire « la politique que les Français ont voulu sera appliquée » et de faire des propositions aux autres nations d'Europe en disant « je vous préviens, si notre intérêt général est mis en cause, nous désobéirons. Nous ne ferons pas ce que vous nous dites de faire parce que nous pensons que ce sont des mauvaises mesures et qu'elles ont atteint leurs limites. Le libéralisme en Europe a atteint ses limites. » Tout à l'heure, vous avez évoqué un autre sujet qui était le monde. Nous ne sommes pas seuls au monde. Il ne faut pas croire que le monde entier est convaincu qu'il n'y a qu'une seule manière de faire, le libre marché, la libre compétition, etc. Ce n'est pas vrai. Il y a des dizaines de nations qui cherchent aussi un point d'appui pour construire en quelque sorte une nouvelle coalition mondiale de pays qui proposeraient une alternative. Et donc, de la discuter avec les puissants du moment. On peut discuter avec les Chinois, on peut discuter avec les Américains de tout ça. Moi, je me sens capable de faire ça, et de convaincre, et de trouver des alliés. Vous savez, quand vous vous tournez par exemple vers l'ONU, vous avez des tas de choses qui sont votées par l'ONU, qui sont extrêmement profitables, dont nous, Français, nous pourrions faire notre miel pour les appliquer, pour trouver les coalitions de pays qui, par exemple, veulent appliquer le cadre législatif contraignant pour les multinationales pour qu'elles respectent les droits sociaux des travailleurs et les droits environnementaux. C'est déjà un cadre qui existe. Sur les dettes souveraines, vous avez un cadre législatif ONU, appliqué nulle part. Bref, nous avons plein d'instruments à condition d'avoir une volonté et à condition de savoir, là encore une fois, où on veut aller. Si la politique des Français consiste à jouer du violon sur le couple franco-allemand et appliquer ensuite les yeux fermés tout ce que décide le gouvernement de droite allemand, parce que les gens de droite de France n'ont pas le courage d'assumer eux-mêmes cette politique, clairement notre pays ira à une fragmentation sans fin. C'est une erreur totale. Les Allemands, on n'a aucun reproche à faire au gouvernement allemand, parce qu'il applique la politique sur laquelle il est élu. Madame Merkel applique la politique sur laquelle elle est élue. Nous, nous élisons des présidents de la République qui, à peine élus, font ensuite le contraire de ce qu'ils avaient raconté en s'alignant purement et simplement sur les décisions de la Commission européenne. Il est trop tard maintenant, mais on pourrait faire le bilan de leur soi-disant plan de relance. On pourrait faire le bilan de ce qu'a donné la campagne de comment répliquer à la crise sanitaire en Europe. C'est un désastre pur et simple. On pourrait parler de la politique des vaccins. Tout ça a tout foiré. Pourquoi? Posez-vous la question. Alors, est-ce que nous sommes favorables à un travail en Europe, en commun? Mais c'est un rêve de gauche. C'est la gauche qui a inventé l'Union européenne il y a un siècle. Ensuite, ce n'est pas vrai. Ça s'est passé dans des conditions différentes. La légende veut que ce soit par amour qu'on se soit sauté dans les bras les uns avec les autres. C'est pas vrai. C'était juste pour empêcher les communistes d'arriver jusqu'à chez nous. C'est tout. Ça a été fait pour ça au départ. Le premier projet, c'est la communauté européenne de défense. Bref, c'est pour vous dire que, évidemment, que la coopération est importante et même décisive en Europe. Évidemment que sur les questions écologiques, il va y avoir des discussions très sérieuses à avoir. Parce que ce n'est pas possible que le tiers de la pollution qui arrivent dans l'atmosphère de la région francilienne viennent des mines à ciel ouvert qui se trouvent en Allemagne. Peut-être que nous avons des défauts dans l'autre sens. Que tous ceux qui disent qu'il n'y a rien de plus génial que Fessenheim aillent l'expliquer aux pays qui sont à côté, qui eux ne trouvent pas ça du tout génial d'avoir une centrale nucléaire française à leur porte et qui savent qu'ils devront en payer le prix si jamais il y a un incident. Donc toutes ces solidarités et ces coopérations, elles sont à construire. Mais à partir d'une volonté et pas à partir du fait qu'on accepte parce que les 27 sont tombés d'accord. Ben, je vais vous dire une chose, les 27, ce n'est pas les mêmes que quand ils étaient que 16. Et ce n'est surtout pas les mêmes qu'à l'époque où l'Allemagne était la frontière à l'est de l'Union européenne et que maintenant elle est dans les centres. Le dire, ça n'est pas être anti-allemand, c'est partir des réalités, de l'histoire, de la culture, des relations entre nos pays. Voilà pourquoi je plaide. Pour une volonté et un indépendantisme français. Je vous demande de comprendre que être indépendantiste français ne signifie pas qu'on est hostile aux autres. C'est plutôt le moyen d'être en coopération avec les autres, qui commence par être soi-même libre. Si vous n'êtes pas libre de vos décisions, si vous n'en êtes pas maître, vous ne coopérez pas, vous obéissez. Et moi, je ne veux pas obéir. Alors peut-être que ça changera, hein, pour les autres, mais moi non.
Et comme moi, des milliers de gens pensent comme moi, que non, ils ne veulent pas obéir. Alors aujourd'hui, on dit, vous êtes anti-américains. En effet, c'est eux les maîtres. Donc, je les aime pas beaucoup. Et si demain, c'était d'autres qui seraient les maîtres, j'essaierais de protéger la liberté de mon pays tout le temps, et donc son autonomie. Et le faire, ce n'est pas être belliqueux. C'est juste être un peu conséquent avec soi-même.